Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du fils prodigue et de sa présence cachée dans les arts. Je vais présenter la parabole d'abord et après on va voir un petit peu dans les arts ce que ça donne, donc notamment Manon Lescaut et d'autres œuvres. C'est un peu de la culture générale, mais je pense que c'est bon à savoir en fait, hein. Donc la parabole du fils prodigue, c'est une parabole qui apparaît dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Donc je vous ai mis un extrait d'une petite BD, comme ça pour mieux comprendre. Donc Jésus explique comment Dieu, notre Père, nous pardonne. Un homme a deux fils, le plus jeune réclame sa part d'héritage, donc il demande tout l'argent avant même la mort de son père, hein. Là-dessus, il part dans un pays lointain et il gaspille tout son argent, hein, les femmes, nourriture, etc., vin, enfin voilà. Sauf qu'évidemment, au bout d'un moment, quand il n'a plus rien, il va travailler chez un homme qui l'envoie garder les cochons. Alors là, dans le Nouveau Testament, on est chez les Juifs. Donc garder les cochons, c'est vraiment, les cochons étant un animal impur, c'est vraiment tomber bas, quoi. J'ai trop faim, je vais retourner chez mon père, se dit le fils qui s'en est allé. Et il décide, donc il part donc pour revenir chez son père. Sans un sou, quoi. Il a tout gâché finalement, hein. Et alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Quelle va être la réaction du père? On le voit effectivement déjà sur ce dessin, il y a un grand sourire. Et Jésus nous dit, mais le père est si heureux d'avoir retrouvé son fils qu'il organise une grande fête. Voilà, en somme, quelle est la parabole du fils prodigue. Parabole, donc c'est un enseignement symbolique, hein. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? C'est le pardon de Dieu le Père. Même pour un fils qui s'est très mal comporté. Je mets la référence, hein, pour ceux que ça intéresse, hein. J'aime bien l'évangile pour les enfants en BD. Bah ouais, bah bon, voilà, hein. C'est très mignon, voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait de ces histoires? Bon, il y a le sens purement religieux, le pardon infini de Dieu le Père, mais dans les arts, quand nous avons une scène de confrontation entre un père outragé et un fils qui s'est écarté du droit chemin, il y a forcément en filigrane la présence de cette parabole connue de tous. Derrière, effectivement, cette parabole qui ça représente en quelque sorte un scénario idéal. C'est la réconciliation totale du père et du fils qui débouche sur une grande fête. Ça, c'est le scénario idéal de ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Mais souvent dans les arts, justement, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Pour que cette réconciliation s'opère, il y a deux choses qui sont nécessaires. Que le fils soit prêt à demander pardon au père, et que le père soit prêt à accorder son pardon. Et très souvent, il y a une condition qui manque, ou alors il y a les deux conditions qui manquent. Les scènes de confrontation père-fils sont autant de contre-exemples de ce qu'il faudrait idéalement faire. Elles ont donc une certaine portée morale. On voit dans les arts, qu'est-ce que ça donne? Exemple numéro 1, littéraire, Don Juan de Molière, acte 4, scène 4. Don Juan, il mène une vie dissolue, donc de débauche, il séduit les femmes, il couche avec et il les abandonne. Sans état d'âme pour aller courir dans les bras d'une autre, pour l'abandonner aussitôt, donc il les déshonore, quoi. Hein, donc son père vient pour lui faire des reproches violents et l'exhorter à revenir dans le droit chemin. Reviens dans le droit chemin, mon fils. Mais Don Juan, il veut pas se repentir. Donc là, on a la condition, il ne veut pas se repentir. Il nous manque la condition du désir de repentir du fils. Et il traite le vieil homme avec mépris. On va voir le texte. La Violette, voilà, monsieur, voilà votre père. Comment agit le fils, Don Juan? Ah, me voici bien, il me fallait cette visite pour me faire enrager. Donc, il n'est pas du tout content de voir son père. Don Luis, et c'est le père qui vient vers le fils d'ailleurs, hein, pas comme dans la parabole du fils prodigue, c'est vraiment le père qui va aller le chercher parce que le fils ne se repentirait pas et n'irait pas au père. Donc là, on a une très longue tirade du père qui est pleine de reproches et d'exhortations à rentrer dans le droit chemin. Elle est accueillie par un silence complet du fils. Donc le père fait ses reproches, ça dure longtemps. Le fils ne parle pas. Et ça montre à quel point ça n'intéresse pas en fait, hein. Il le laisse juste parler. Et après il dit monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Et là, le père s'énerve. Non, non, insolent. Je ne veux point m'asseoir ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais, plutôt que tu ne penses, mettre une borne
à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, faire venir la colère du ciel, hein, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Donc là, effectivement, ça, c'est un échec complet de l'interaction. On est encore très loin de la réconciliation finale du fils prodigue. Il y a au contraire une volonté farouche de persévérer dans le péché pour Don Juan. Spoiler alerte, évidemment, ça va très mal finir pour Don Juan. Si vous voulez savoir la suite, lisez la pièce. Ensuite, on a l'extrait numéro 2, c'est Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Alors le chevalier des Grieux, c'est un jeune noble. À cause de sa passion pour Manon Lescaut, se livre à toutes sortes d'activités malhonnêtes. Il triche au jeu, il fraude sur son identité, il va même jusqu'au meurtre, pendant que Manon se prostitue pour subvenir aux besoins du ménage. Il finit arrêté et menacé de prison. Son père vient alors le voir. Mais à ce moment-là, ni le père ni le fils n'arrivent à s'entendre. Le père ne pouvant plus pardonner à son fils, et le fils ne souhaitant pas demander le pardon. Ici, on a les deux conditions qui sont pas du tout, qui sont pas réunies, hein. Ni volonté de pardon du père, ni volonté de demander pardon du fils. La dispute violente est inévitable. Père et fils se séparent dans une brouille irrémédiable. Adieu, fils ingrat et rebelle, adieu, lui dis-je dans mon transport, adieu, père barbare et dénaturé. Donc du coup là, ils vont plus jamais se parler de la vie à jamais, quoi. Donc ça, voilà, donc là effectivement, on a une sorte de contre-exemple du fils prodigue, ici, avec les deux éléments qui s'entendent pas du tout. On va prendre un troisième exemple, c'est À l'Est d'Éden d'Elia Kazan, c'est un film avec James Dean. Cal est un jeune homme torturé, persuadé d'être l'incarnation du mal, carrément. Son père le traite avec raideur, incapable de lui donner l'amour dont il a besoin. Cal est rejeté. Le père se ruine, le fils fait fortune. Tiens donc, c'est la situation contraire de ce qu'on avait là, hein. C'est le père qui est ruiné et le fils qui fait fortune. Avec sa nouvelle fortune, le fils croit pouvoir toucher le cœur du père, mais celui-ci refuse. Cal tente alors un dernier rapprochement désespéré avec son père. Hein, déjà, le titre c'est À l'Est d'Éden, donc il y a effectivement une connotation biblique, hein, très nette, hein, et donc et là effectivement il y a quelque chose dans la relation entre le fils et le père qui rappelle effectivement le fils prodigue. Si jamais quelqu'un me dit que j'ai fait un mauvais résumé du film, honnêtement, je l'ai vu il y a super longtemps. Donc voilà, j'espère que j'ai pas fait d'erreur trop dans le résumé. Je l'ai vu quasiment à sa sortie, un peu de choses près. Euh, Cow.